Enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode des Thèses en synthèse, un programme du Discord du Vortex qui permet aux thésards de ce Discord de venir présenter et vulgariser leurs thèses devant tout le monde. Donc aujourd'hui, on est avec Pinta qui va nous présenter son sujet qui est l'ablation laser. Pinta, c'est à toi. Ok, du coup bonjour à tous. Moi je suis Pinta, je suis docteur en physique, ingénieur pyrotechnique, et je vais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans en thèse, et à Brest à l'IRDL, et sur lequel je continue de travailler au CNES en tant que postdoc. On va commencer la présentation par une petite devinette, même si en fait personne ne peut répondre. Quel est le point commun entre un T-Fighter, une bombe atomique, un bâton de colle et une prostate hypertrophiée? La réponse c'est... Non, c'est pas un solo. Le blaster. Globalement, je vais vous montrer que tous ces trucs qui ont l'air complètement éloignés les uns des autres, en fait, ont un point commun qui est le laser. Et plus particulièrement l'ablation laser. Donc, petit principe principe de base sur le laser. En gros, un laser, l'idée, ça va être de venir exciter un milieu, en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en augmentant l'énergie de ce milieu-là, il va être dans un état excité, et en se désexcitant, il va émettre. Donc globalement, ce qui va émettre, on va ensuite le faire rebondir sur plusieurs miroirs. Et donc en fait, sur ces miroirs-là, on va amplifier, on va faire résonner, et ensuite on va utiliser un miroir semi-transparent ou un déclencheur pour émettre le laser. Donc pour ça, en fait, on a besoin de sources lumineuses pour pomper. Donc en fait, ce phénomène d'énergie où on vient mettre à l'état haut, puis en désexcitant on vient le mettre à l'état bas, c'est un peu compliqué, mais vous l'avez probablement déjà vu. En fait, c'est ce qui se passe quand on a un jouet phosphorescent. On le laisse sous une lampe, et en fait, il va s'exciter, et en se désexcitant, il va réémettre une lumière lui-même. Sauf qu'il met plus de temps qu'un laser. Globalement, voilà. Le laser, il y a plein de technologies. Il y a plein de milieux amplificateurs. Ça peut être des cristaux, ça peut être des gaz, ça peut être des liquides. On peut le faire fonctionner en mode continu. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va plus être le mode impulsionnel. Donc en fait, l'idée, ça va être d'émettre en fait une impulsion de très courte durée, avec il y a différentes technologies, ça peut être le Q-switch, le mode locking, il y en a encore d'autres, et on peut avoir des temps d'impulsion qui sont de l'ordre de la microseconde, donc un millième de seconde, la nanoseconde, un milliardième, et picoseconde c'est encore 10 puissance 3 en dessous, donc la 10 puissance 12 je crois, et femtoseconde c'est 10 puissance 15. Voilà, donc là je vous montre un petit laser qui doit faire à peu près 1 mètre de large, mais on peut aussi avoir des lasers globalement de la taille d'un hangar. Donc ça, par exemple, c'est des lasers qui sont utilisés pour faire des réactions nucléaires. Donc c'est des très gros lasers. C'est pas le laser mégajoule, mais globalement, ça c'est quelque chose qui s'en rapproche. Mais ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est pas tant le laser en lui-même, c'est plus son interaction avec la matière. Globalement, l'effet blaster, on va dire. Comment ça marche? En fait, on va venir focaliser le faisceau sur la matière pour augmenter l'intensité. L'idée, en fait, ça va être de venir focaliser le laser sur la matière ou dans l'air. Et globalement, on va avoir un échauffement brutal et une vaporisation de la surface sur une couche qui est très très fine. Et en fait, cet échauffement et cette vaporisation vont être assez violents pour déjà créer une pression phénoménale et ensuite générer des gaz qui vont interagir avec le laser et créer un plasma. Alors rapidement, pour faire le lien avec la prostate de tout à l'heure, c'est que en fait, le fait de venir ablater sur des très fines couches, ça peut venir, on vient enlever très peu de matière, et en fait, en enlever très peu de matière, on peut venir faire des opérations chirurgicales. Et globalement, par exemple, une ablation de la prostate au laser, c'est le principe. Ça peut marcher aussi pour des opérations des yeux, ou pour plein d'autres opérations, et même pour des matériaux comme de l'acier. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez une animation. En haut, vous avez ce qu'on appelle un claquage dans l'air. Ça veut dire qu'on vient focaliser le laser dans l'air. Et en fait, c'est juste, au bout d'un moment, l'air s'ionise.
et ça crée un plasma. Donc le gros flash blanc que vous voyez, c'est un plasma. Dans le deuxième cas, donc le cas en dessous, c'est une feuille d'aluminium qui est posée sur un bloc de verre et on vient tirer donc le bloc de verre étant transparent laser, on vient tirer entre le bloc de verre et l'aluminium. Et donc on voit encore le plasma et on voit une éjection. Donc ce que vous voyez en fait autour de l'éclat, c'est une onde de choc aussi, sachant que l'éclat vole à peu près à 1500 mètres par seconde. Dans ce cas-là, donc ça, c'est 2 manips que j'ai fait en thèse. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est l'utilisation de la pression. Alors, en fait, donc, comme je disais, l'exposition, elle est très brève, à des intensités très hautes, ce qui crée donc ablation et création d'un plasma. Et en fait, la détente du plasma va engendrer une poussée importante, c'est-à-dire une onde de choc. Donc cette onde de choc, elle est à haute pression, donc de 5 à 200 gigapascales. Alors, pour comparaison, ça fait entre 10 000 et à peu près 1 million de fois la pression atmosphérique, pour des durées qui sont très courtes, de l'ordre de la nanoseconde. Donc globalement, 1 milliardième de seconde. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on va créer. Donc on vient créer le plasma sur la pièce et propager une onde de choc. Alors en fait, comment ça se passe? Donc voilà, comme je dis, on focalise le laser, le plasma se crée. Et en fait, en créant le plasma, donc on vient propager une onde de choc. Cette onde de choc, en fait, elle va venir donc se propager et se réfléchir. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs états. On peut avoir des états de compression, et en fait, quand l'onde vient se réfléchir en face arrière, elle se transforme en onde de traction, c'est-à-dire qu'elle vient tirer la matière. Alors moi, c'est principalement ce que j'étudiais, c'est-à-dire la propagation des ondes de choc dans la matière. Donc là, je vais vous montrer une simulation que j'ai réalisée sur un bloc plein. Et donc globalement, ce qui se passe, c'est que donc on a une tâche laser sur un bloc plein, et en fait on vient voir ce qui se passe à l'arrière de la pièce. Donc en fait, on va avoir une propagation de l'onde de choc jusqu'à la face arrière, transformation en état de traction, et là, paf, on vient éclater la pièce. Alors ça a assez peu d'intérêt en soi sur une pièce simple, à part juste s'amuser à éclater des pièces. On peut globalement utiliser ça pour venir durcir la pièce en surface, mais ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'était justement cet aspect de on vient casser derrière. Pourquoi? L'idée, c'est que si on change de configuration et qu'on prend un assemblage collé, et ben en fait, venir casser en face arrière, ça va pouvoir nous aider à venir tester la solidité de l'assemblage. Alors là, globalement, j'ai fait une simulation sur un assemblage qui est sain, donc qui est assez solide, avec une pression qui ne le cassera pas. Et donc en fait, globalement, quand on regarde la simulation, ce que ça donne, c'est que... donc là, les ondes sont passées. Le temps que la simu se remette. Donc globalement, on va avoir... C'est vachement long. On va avoir une onde qui se propage, qui revient donc plusieurs fois. À chaque interface, en fait, il y a une onde qui se sépare, une qui est transmise, une qui réfléchit. Et donc, en gros, les ondes vont se balader jusqu'à faire un ensemble complètement chaotique d'ondes. Et dans ce cas-là, on a... voilà, dans ce cas-là, on n'a pas d'endommagement. Si on prend le même assemblage, mais qu'on le rend un tout petit peu moins solide. Globalement, ce qui va se passer, donc, quand on va mettre l'impulsion, que j'ai pas encore mise, voilà, c'est que en fait on va venir, donc l'onde se propage et on va venir casser en fait on va venir casser l'assemblage. Alors l'intérêt, c'est que si l'assemblage est pas solide, du coup ça permet de le tester. Ça permet de venir dire si l'assemblage est solide ou non, parce qu'avec une même pression, en fait on vient plus ou moins endommager l'assemblage. Donc là, c'est une slide que j'avais donc directement issue de ma soutenance, où en fait on voit un assemblage que j'ai cassé. On voit un assemblage que j'ai cassé, et en fait on voit du coup les fissures en bas. Donc c'est une vue au microscope. Alors quelque chose qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il y a une onde qui est plane et plusieurs qui sont obliques. Les ondes obliques, elles viennent du fait que la propagation des ondes revient et est complètement chaotique. Il y a des ondes qui viennent je dirais de haut en bas de l'échantillon, mais aussi du centre vers l'extérieur. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a des ondes obliques. Quelque chose d'intéressant aussi sur cette slide-là, c'est que on a la vitesse.
Alors, c'est quoi la vitesse? C'est globalement, donc si on revient sur les animations, si on se met sur la face en bas, globalement, au passage de l'onde, la face se met à bouger. Et en fait, ce mouvement, nous, on vient le mesurer. Et en fait, en venant le mesurer, que l'assemblage soit sain ou que l'assemblage soit endommagé, l'échantillon se comportera, enfin la vitesse en face arrière sera pas du tout la même. Et ça, par exemple, ça permet sur un avion, on peut venir contrôler le collage d'une aile. Donc il y a des pièces collées sur les ailes d'avion par exemple ou sur la structure en composite et en fait on vient taper plusieurs endroits sur le joint de colle et globalement si à un moment le joint de colle casse c'est qu'il n'était pas bon, qu'il a été mal collé ou qu'il est trop vieux et qu'il faut le réparer. Et en fait on peut tirer d'une part avec le laser sans toucher l'avion, ce qui est quand même vachement pratique, et aussi venir mesurer sans toucher l'avion, ce qui est aussi pratique. Donc ça c'est une méthode qui est vachement développée chez Airbus. Et globalement ça c'était mon sujet de thèse. Enfin j'ai travaillé sur ce sujet-là. Maintenant, mon deuxième sujet, l'application à la propulsion spatiale. Comme j'ai dit, en fait, on peut utiliser le laser pour générer de la pression. Et pourquoi pas utiliser cette pression pour propulser des véhicules. Et c'est ce qu'a fait Mirabeau dans les années 2000. L'idée, c'est qu'avec des tirs répétés et une autre fréquence, on peut garantir une poussée à peu près continue. Le gros avantage, c'est que la source d'énergie, elle est au sol. Ça veut dire qu'en fait, on peut propulser un objet et que en fait, cet objet, on n'a pas besoin d'apporter 15 tonnes de propergol pour le faire décoller. Donc c'est un intérêt. Le record de ce vol, c'est globalement de l'ordre de 60, je crois que c'est 70 mètres le record avec ce type de véhicule. Donc pour l'instant, c'est pas très violent pour un véhicule qui devait faire 50 grammes, un truc comme ça. Le problème, c'est que ça nécessite des très très hautes puissances qu'on n'a pas encore forcément. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que potentiellement, on peut propulser n'importe quel objet. En fait, tout ce qui peut être ablaté est propulsable, en fait, parce qu'on peut générer de la pression sur la surface ablatée. Et ça se présente, la technologie d'ablation laser à la propulsion se présente aussi comme une solution pour désorbiter les débris spatiaux. L'idée, c'est qu'en fait, on vient tirer sur les débris, on vient les ralentir, ils perdent de la vitesse, ils descendent d'une orbite et ils crament dans l'atmosphère. Et en fait, c'est une solution qui est pratique parce qu'on peut tirer de loin, on peut tirer sur des objets de n'importe quelle forme et normalement, ça les ralentit. Donc ça, c'est une application au spatial de l'ablation laser. Alors maintenant, j'ai une vidéo YouTube que je vous invite à regarder. Alors normalement, si vous la mettez, vous devriez tomber pile sur le bon timecode. Et vous avez le vol expérimental du Lightcraft. Je vais laisser un petit peu le temps de regarder. Alors pour ceux qui regardent, ils ont fait ça comme des manouches. En gros, ils ont vraiment... c'était vraiment expérimental, c'était un tout petit truc. Et donc ils font tourner pour le stabiliser avec un ventilo et après ils viennent tirer en dessous. Donc en fait les flashs qu'on voit globalement c'est le plasma parce que le laser lui est infrarouge donc on voit pas le laser et donc en fait on vient faire voler le truc comme ça et il me semblait qu'ils faisaient une stabilisation en vol et après ils le rattrapaient avec un filet. Donc c'est assez rigolo de voir comment ils font ça vraiment à l'arrache avec quand ils font ça vraiment à l'arrache en fait. Mais ça reste quand même une manip très intéressante et pour l'instant c'est les seuls à avoir fait voler quelque chose et ça date des années 2000. Donc il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, le dépôt d'énergie par laser, en fait c'est... l'ablation laser en fait c'est juste une façon de déposer de l'énergie et de créer des environnements extrêmes. Donc il y a énormément d'applications à la recherche. Donc comme j'ai dit par exemple, pour faire des études sur de l'astrophysique en venant simuler en venant créer en fait des conditions proches de la fusion ou pour simuler de la fusion pour éviter d'avoir à blaster des atolls avec des bombes atomiques. L'idée aussi c'est que vu que c'est une ablation et que le retrait de couche est très fin, on a une possibilité pour faire de l'usinage de la chirurgie. Donc une vidéo que vous avez sans doute vue sur 9gag ou autre où on voit un mec enlever de la rouille sur de l'acier avec un laser. Globalement, c'est cette technologie-là. Les propriétés des ondes de choc aussi sont intéressantes, en particulier pour traiter les matériaux. Donc ça peut être, si on veut par exemple durcir un matériau en surface ou les solliciter. Donc comme j'ai dit sur l'exemple de ma thèse, où on peut venir contrôler un assemblage collé et donc à distance relativement facilement, même si la méthode est encore en développement, c'est pas utilisé tout de suite.
c'est une méthode qui est assez prometteuse. Et enfin, c'est une solution pour propulser des choses dans l'espace et désorbiter des trucs spatiaux, sachant que le jour où ça marche, globalement, ce sera une assez grosse avancée parce qu'on n'aura plus à embarquer du propagol. Et ce sera cool parce qu'on paiera plus $10,000 pour envoyer un truc $10,000 par kilogramme pour envoyer un truc en orbite. Enfin, du moins en orbite géostationnaire. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Désolé pour les bugs, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci à toi pour ta présentation. Encore désolé pour les problèmes techniques que j'ai eu de mon côté, qui seront, je l'espère, coupés au montage pour que ça ne se remarque pas. Alors du coup, pour les questions, je vous demande tous de repasser en salle d'attente, parce que comme ça vous allez pouvoir vous mute et vous démute, et on va passer donc aux questions à partir de là. Et je pars par le haut et je demande à CXZ, donc comme peu auparavant, quelle est donc ta question? Eh bien, très bien. Merci pour la présentation. C'était très intéressant de trouver un usage à la science-fiction. Ça fait plaisir. J'ai juste une question qui est en fait une précision. Les ondes que tu étudies qui se propagent dans les matériaux, là, c'est des ondes mécaniques. C'est comme si on avait tapé dessus au marteau, quoi. Ouais, et c'est comme si tu avais tapé dessus au marteau, genre vraiment très très fort, en fait. C'est là où tu expliques que ça représente 1000 millions de fois la pression atmosphérique. C'est ça. En fait, gros marteau. Pour te donner une idée, c'est comment dire. Enfin, en fait, on peut éclater de l'alu avec ça. En gros, la simu que j'ai montrée, j'ai mon directeur de thèse qu'on a fait qui a éclaté de l'alu avec ça. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas des ondes acoustiques, c'est pas des ondes. Comment dire, c'est pas du son, c'est des ondes de choc. La mécanique est légèrement différente. Les phénomènes sont légèrement différents. C'est comme du son, mais en beaucoup plus violent, ce qui fait qu'il n'a pas exactement le comportement que l'onde sonore. Est-ce que tu peux expliquer justement la différence, si c'est simple à expliquer Alors, en fait, la différence, c'est que globalement, le son, on considère que la pression varie pas. En fait, on considère que la pression varie très peu, du moins c'est négligeable par rapport à l'environnement, alors que dans le choc, c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que, en changeant la pression, on change la densité du matériau. Parce que globalement, on le comprime, ça veut dire que le matériau n'a plus les mêmes propriétés avant et après le choc. Enfin, déjà, simplement le fait le choc, on considère qu'on a un phénomène qui est discontinu. Ça veut dire qu'il y a une zone avant choc, une zone après choc, et une limite qui est quasiment infinie. Enfin, qui est raide, en fait, qu'il n'y a pas de gradient, il n'y a pas de truc, quoi. Et globalement, le comportement après choc est différent. Ça veut dire que les ondes qui se propagent après une première onde de choc, globalement, elles iront plus vite que la première onde parce que les propriétés matériaux derrière auront changé, vu qu'on aura changé la densité du matériau. Donc du coup, elles iront plus vite et rattraperont la première. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut se passer. Globalement, la vitesse de l'onde va dépendre de la pression aussi, ce qui n'est pas le cas dans une onde acoustique, il me semble. Et plein d'autres phénomènes un peu rigolos, mais ça dépend aussi des matériaux en fait. Voilà. Il y a plein de trucs, mais globalement c'est le fait que contrairement à une onde acoustique, il y a plein de phénomènes qui sont interdépendants, et particulièrement le fait que la vitesse de choc dépende de la pression, et que globalement le milieu change derrière après le passage. Et du coup, et je terminerai là-dessus, je présume que la nature du matériau en elle-même le rend plus ou moins ablatif. J'imagine que tout ce qui est métaux et cristaux, ça doit être assez facilement ablatif parce que très cohérent. Par contre, des trucs comme des granites ou des choses comme ça, ou encore que. Alors en fait, pour marcher, quoi. Il faut pas confondre l'onde de choc et l'ablation. En fait, l'ablation, c'est juste de venir chauffer la matière. Et en fait, quand la matière chauffe, on la chauffe tellement vite qu'elle se vaporise. Et en fait, en se vaporisant, globalement, elle crée il y a une zone au niveau de la surface, du coup, qui a très très haute pression. Et en fait, c'est cette pression qui vient propager une onde de choc. Et en fait, quand la pression s'arrête, on a une onde de détente. L'ablation, la modélisation de l'ablation, c'est super compliqué. Et globalement, ça dépend des matériaux. Et là, c'est pareil, l'ablation, je suis pas un spécialiste de l'ablation, je travaille un peu dessus, mais c'est super compliqué. Et oui, ça dépend des matériaux. Est-ce qu'il y a des matériaux plus ou moins facilement ablatables? Globalement, tout s'ablate, parce qu'en fait, à partir du moment où tu mets de la puissance, t'es capable de tout ablater. Après, je sais que les métaux,
où les semi-conducteurs et les isolants se comportent pas pareil, parce que globalement c'est... comment dire ça simplement? En fait, c'est surtout une histoire d'électrons qui se baladent, et globalement la température augmente parce que les électrons sont excités par la lumière, pour faire simple. Et globalement, si t'es conducteur ou pas, et ben ton comportement électronique est différent. Merci. Merci. Donc, du coup, on va passer à la question suivante avec Horizon. Horizon, ta question. Ok. Eh ben, déjà, félicitations. Merci beaucoup pour ta présentation. Et ensuite, la question que je me posais, c'était je continue sur les ondes en fait. Dans quelle mesure, quand tu remplis des matériaux avec des épaisseurs données, dans quelle mesure justement les différentes épaisseurs peuvent provoquer des phénomènes de résonance et du coup affecter ton test du matériau et de l'empilement pour voir s'il est de bonne qualité ou non? Alors, en fait, t'as pas de résonance. Parce qu'on n'est pas sur des ondes, comment dire? C'est une mécanique justement, et pas par exemple une acoustique. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la résonance, ça arrive sur des structures. Comment expliquer? En gros, la résonance, c'est que t'amplifies un mouvement périodique. En fait, t'as un mouvement périodique et un mouvement périodique maintenu, ça veut dire que globalement il y a quelque chose qui alimente le mouvement périodique, et c'est qu'en l'alimentant à une certaine fréquence, et ben t'augmentes l'amplitude. Là en fait c'est des ondes de choc, donc ça veut dire que la matière, elle bouge très peu en fait. La matière bouge très très peu et c'est des mouvements très locaux. Par contre les réflexions d'ondes, à partir de plein de matériaux ça devient vite le bazar. Par contre il n'y a pas de résonance en tant que telle. Mais donc, il est, par exemple, là, sur le slide que tu mets, où tu as 1 mm, 300 et 300 en micro, tu peux pas voir donc, ton impulsion qui se déplace suivant 1 mm, qui ensuite arrive à l'interface bleue, la première, et puis là, ta transmission dans le Attends, bleu. Juste 2 secondes, j'ai un problème de batterie. Faut juste que je connecte quelque chose, sinon ça va mal se passer un peu. Ok, je te laisse faire ça. C'est qu'il est batteur. Alors, du coup, tu disais à propos des... J'ai pas suivi parce que j'étais en galère avec... Ouais, je pige. Quand tu as ton premier déplacement, donc tu as la première transmission entre 1 mm et 300, la toute première en blanc vers bleu vert, tu as donc une onde qui passe dans le bleu, et si justement tu as la bonne épaisseur, est-ce qu'il est possible que quand tu es justement bleu clair qui revienne à l'interface 1 mm 300, la première, que elle se fasse bouffer par l'autre? Voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est un problème que j'ai eu pendant ma thèse. Ça a l'air con comme ça, mais j'ai galéré pendant 3 bons mois, même un peu plus que ça, à justement trouver une configuration qui fait que mon onde ne revient pas sur elle-même. Oui, c'est vrai. Ça se fait. Ça se fait. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux prévoir la vitesse de tes ondes. Ouais. Et globalement, tu peux prévoir leur temps d'arrivée, en fait. Et en fait, en prévoyant leur temps tu sais que ton onde se propage à une certaine vitesse. Que globalement, pour qu'elle arrive à un certain temps, il faut qu'elle parcourt une certaine épaisseur. Et en fait, globalement, il faut que tu dimensionnes tes épaisseurs de sorte à ce que tes ondes arrivent au bon moment. En fait. Okay. Alors ça, c'est un problème parce que, par exemple, pour l'application LASAT, l'application des trucs collés, c'est que l'industriel, lui, il va pas dimensionner son assemblage en fonction des lasers. En fait, il va pas dimensionner, il va pas dire ah tiens, je veux faire du laser, donc il faut qu'il ait telle épaisseur. Non, il a ses critères et le laser sert juste à tirer. Donc pour ça, il y a un ingénieur qui s'appelle Romain Eco, que j'ai vu plein de fois en conf, c'est cool, et qui a travaillé sur envoyer plusieurs impulsions. Donc en fait, au lieu d'envoyer une grosse impulsion laser, t'en envoies 2 petites, mais à des temps différents. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en envoyant des temps différents, et ben en fait, tes ondes vont se rencontrer exactement à l'endroit où tu veux, et en fait, elles vont globalement, quand elles vont se balader, elles vont rien endommager parce qu'elles sont pas assez puissantes pour endommager quelque chose. Par contre, quand elles vont se croiser elles au bon endroit,
elles vont en fait elles vont casser exactement là où tu veux. Oh, c'est pas con ça comme système. Ok. Ouais. Et ça, c'est les travaux de Michel Bousty, Romain Eco. Il me semble que tu dois avoir Simon Bardi qui en a fait et Damien Laporte. Ok. Si tu veux des liens, je t'en filerai. Ouais, bah, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser, ouais. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Merci pour ta question. Passons directement à la question suivante avec Messire. Oui, moi c'était une question par rapport au prix des lasers, et est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment ça deviendrait plus accessible Alors, les prix des lasers. Moi, le laser que j'avais à l'école, à l'école, à mon laboratoire, qui était un laser de 3 joules, je crois. Donc c'est pas un laser, mais c'est le plus petit que tu vois. Globalement, ça fait à peu près la taille de celui que j'ai montré dans les slides. 3 joules par Celui-là. De quoi? Non, c'était 3 joules. En fait, l'impulsion a duré 20 nanosecondes. Oui, il y avait 3 joules par impulsion. C'est ça. À 10 Hz. Donc globalement, ce que j'ai montré dans ma slide, alors je sais pas s'il y en a encore. Ben, globalement, à peu près, ça ressemble à peu près à ce que j'ai montré slide 3. Ça coûte de mémoire, ça coûte une centaine de milliers d'euros. Ah, tout de même. Et un gros laser, ça coûte vraiment très très cher. C'est même pas, en fait, c'est même plus une question d'un particulier, un labo, c'est une question d'un pays, en fait, qui fait construire ces lasers-là, au bout d'un moment. Parce que ça devient vraiment excessivement cher. Le gros souci, en fait, c'est que le milieu amplificateur, très souvent, c'est un cristal. Et donc, alors, il y a des lasers comme le laser CO2 que tu peux fabriquer, qui sont simples à fabriquer, mais qui n'ont pas des performances ouf. Par contre, à partir de certaines performances, globalement, il faut des milieux amplificateurs performants. Et en fait, le problème, c'est que les milieux amplificateurs, c'est des cristaux que tu fais grandir. Alors, ceux que j'avais dans mon laser, c'était des cristaux que tu faisais grandir. Donc, globalement, tu prends un tout petit cristal parfaitement lisse avec un seul monocristal, et en fait, tu le fais s'agglutiner autour un cristal, ce qui fait que t'as qu'une seule structure cristalline. T'as pas plein de petits cristaux entre eux, t'as juste un seul grand cristal. Et c'est des process qui peuvent prendre quelques années pour un cristal de genre 10 cm de long, quoi. Donc ouais, ça coûte super cher à faire. Sans compter derrière la mise en place, l'alignement, le fait qu'il faut que toutes tes optiques soient traitées parce qu'avec la puissance, en fait, ça les flingue. L'alimentation coûte une fortune, enfin tout coûte une fortune. Ouais, je pense pas que dans l'immédiat ce soit accessible. Par contre, il y a des technologies là qui vont peut-être faire en sorte que ce soit plus accessible pour des laboratoires, ou du moins que ce soit plus facile à mettre en place pour des laboratoires. Et particulièrement l'utilisation de fibres optiques. En fait, au lieu d'utiliser un seul barreau, tu utilises plein de petites fibres. Et apparemment, ça permettrait de gagner un peu en perf et surtout de faire des lasers pas forcément moins chers, mais qui ont besoin de moins de matériel autour pour fonctionner, en fait. Oui, du coup, le prix vient surtout de l'industrie qui n'est pas encore vraiment faite pour, mais c'est pas une contrainte inhérente comme un kilo d'or qui va rester cher. Comme je te dis, c'est surtout que là, le process qu'on a actuellement, qui est un process qu'on connaît depuis super longtemps, faire grandir un cristal, ça coûte vraiment super cher et on n'a pas d'autre solution. Et puis c'est surtout que, comme je te dis, en fait, c'était simplement l'alignement de ton laser qui demande du coup des gens qui savent faire. L'alignement de ton laser, si tu le fais mal, tu allumes ton laser, tu le flingues, parce que globalement tu vas avoir une résonance à un moment où tu vas flinguer une optique et ça va revenir dans le laser. Enfin, faut quelqu'un de très compétent pour le faire. Après, il faut un système de refroidissement, faut un système qui permet d'envoyer des tensions phénoménales pour justement envoyer un flash lumineux pour déclencher. Enfin, c'est quand même des trucs qui coûtent assez cher et surtout qui demandent une certaine qualité de fabrication. Parce que le moindre défaut avec ces puissances-là, tu détruis ton optique. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, que j'ai des gouttes d'eau qui tombent. Je tirais sur une cible, j'ai une goutte d'eau qui est tombée sur ma lentille. Le laser a explosé sur la goutte d'eau, ça a fait une toute petite marque sur la lentille. Et après, chaque tir, l'endommagement grandissait. Et en fait, une lentille comme ça, donc c'est une lentille qui doit faire, je sais plus,
10 mm de large, enfin 1 cm de diamètre à peu près, et un demi-pouce je crois, et en fait cette lentille là elle coûte 70 balles. Ah, bon, ça va encore, mais tout de même. Bah ouais, mais après t'en as plein en fait, et surtout qu'elle meurt, elle meurt très vite. 70 balles dans un laser c'est du consommable en fait. Oui, voilà. Oui, parce que si ça suffit d'un minimum d'absorbance, c'est de l'ablation, mais sur la lentille, quoi. D'ailleurs, est-ce que le laser, il y a les 3 joules, c'est à la sortie du laser Oui, c'est à la sortie du laser. Parce que je suppose que l'absorbance des lentilles, faut que ça soit bien calibré aussi pour que. Alors moi, j'avais qu'une seule lentille pour focaliser, et je faisais toutes mes mesures d'énergie à la sortie du laser, en fait. D'accord. Et comment tu mesurais l'énergie, du coup ? Alors on faisait ça avec une tête pyroélectrique. En fait, tu peux pas mesurer, c'est très difficile de mesurer l'intensité dans le temps. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tirer sur une cible et mesurer la chaleur dissipée. Donc, globalement, c'est comme ça qu'on fait. Oui, alors après, c'est pareil, ça c'est pas un appareil qu'on a fabriqué nous-mêmes, c'est un appareil qu'on a acheté, qui est calibré et tout ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, la plaque d'aluminium, pour finir, elle faisait bien 1 mm d'épaisseur environ ? Alors, celle que j'ai montrée, ouais. Celle que j'ai montrée, ça faisait 1 mm d'épaisseur. Et ça perforait de part en part ? Non, ça perfore pas, en fait. Alors, oui, ça détruit le derrière, comme tu avais montré. Ah oui, ça c'est l'écaillage. Alors, ça, avec mon laser, on n'arrivait pas forcément à le faire. Ou alors pas sur de l'aluminium, on arrive à le faire sur du plastique, pas sur l'aluminium. Par contre, avec d'autres lasers un peu plus puissants, ouais, ça se fait tranquille. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle l'écaillage, d'ailleurs qu'on retrouve pas mal en blindage, en fait. Qu'on a retrouvé pas mal sur des chars de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas perforation, par contre, l'arrière explose complètement. Et en fait, on voit sur la simu, c'est une recombinaison des ondes de choc qui fait qu'on éclate. Alors, sur un laser de 3 joules, tu peux pas. Sur un laser jusqu'à 14 joules, c'est un peu délicat. Enfin, moi, j'ai jamais réussi jusqu'à 14 joules. Par contre, un laser de 100 joules, je pense, de l'aluminium, il y a largement moyen d'exploser. Enfin, 100 joules et quelques nanosecondes. Parce que si tu passes sur du femtosecondes, là, ouais, il y a moyen de se faire plaisir. Et pour la propulsion spatiale, ils font comment avec les conditions atmosphériques une fois que l'objet est dans l'espace, parce que c'est... Enfin... Bah, t'as pas besoin d'air, en fait, si ça ablate la matière. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est tu fais passer un laser à travers une atmosphère terrestre. Bah, ça c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu, en fait. D'accord. On sait pas. Il y a des trucs, il y en a qui ont fait des modèles de turbulence, des modèles d'absorption, en fonction de la longueur d'onde, apparemment ça se passe plus ou moins bien, mais c'est des trucs qui sont en cours, quoi. En gros. Oui, j'ai pas de réponse. Tu utilises des infrarouges ou Non. Non. Après ça fait partie de mon projet, je sais pas trop si j'ai le droit de répondre à ça en fait. Mais en gros ça absorbe plus ou moins bien. Et après, t'as d'autres phénomènes dans l'atmosphère qui peuvent faire que ça déconne. Ouais. Du coup, pourquoi c'est les infrarouges qui sont utilisés et pas une autre couleur ? Parce que c'est les plus simples à produire et parce que au-dessus d'une certaine longueur d'onde, c'est moins dangereux pour les yeux. Ah oui. En fait, au-dessus d'une certaine longueur d'onde, tu passes plus le cristallin et tu flingues plus ta rétine. Oui, parce que si tu mettais d'autres choses, oui, ça serait un peu... Si tu mets des UV ou si tu mets du visible, là, ta rétine, tu lui dis au revoir, quoi. Ouais. Donc, en fait, si t'as un accident, c'est beaucoup plus simple de changer un cristallin que de changer une rétine. Voilà. Ça fait sens. Alors, du coup, je crois qu'il reste Apocalypse qui voulait poser une question. Ouais, alors ma question, c'est aussi une histoire de coût et de l'industrie du spatial en général. Donc tu disais, on va faire des économies de carburant dans l'hypothèse où on arrive à propulser des satellites, par exemple, avec des gros lasers. Sauf que, donc, t'expliquais à l'instant que plus c'est gros et plus ça coûte cher, et j'imagine que c'est pas linéaire non plus. Et donc, à partir du moment où on arrive, où on développe cette technologie, comment est-ce que ça change la répartition des coûts ? Et la question numéro 2, c'est à quoi ça va ressembler un lanceur comme ça ? Parce qu'il n'y a plus besoin d'embarquer une énorme quantité de carburant. Donc, à quoi ça ressemble ? Comment, en gros, ça change l'industrie du spatial ? Alors, pour l'instant, ça en est encore vraiment au stade d'exploration. Y a Mirabeau qui a fait son truc, il y a 2-3 essais qui ont été faits chez les Allemands, les Français on n'a pas fait grand chose.
Pour ce qui est du coût, pour l'instant, les lasers n'existent pas. Les lasers qui permettraient d'envoyer une charge même de 1 kg n'existent pas. Il y a des pistes, certaines technologies qui paraissent assez prometteuses, en particulier ce qu'on appelle les lasers à électrons libres, qui sont en fait fabriquer un laser à partir d'un accélérateur de particules. C'est des installations qui coûtent une fortune, mais qui, en fait, une fois construites, peuvent être vite rentabilisées. Des papiers que j'avais vus, que j'avais étudiés un peu, ils planchaient sur un prix du lancement en orbite basse à $300 par kilogramme, à peu près. Après, à quoi ressemblerait un vaisseau laser? Je sais pas. Par contre, pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer une Tesla dans l'espace avec un laser. Si on peut se contenter déjà de microsatellites, c'est pas mal, en fait. Donc, pour l'instant, ce serait peut-être plus tirer des petits satellites et ensuite, éventuellement, aller plus loin. L'autre problème aussi, c'est que c'est que en fait, au-dessus d'une certaine puissance, il y a des limites physiques, en fait, au laser, et qu'on ne sait pas encore comment les dépasser. Donc on peut pas. Pour l'instant, c'est éventuellement possible qu'on lance un jour quelque chose qui ressemble, qu'on lance des petits satellites, des gens, je sais pas. Voilà. Mais oui, sinon ça ressemblera juste à une capsule. En fait, tu auras globalement une partie qui servira. Parce qu'en fait, du coup, la masse éjectée dans ce cas-là, c'est la vapeur du matériau que tu fais. Et globalement, en fait, c'est comme un bouclier thermique, mais tu tires par en dessous et ton bouclier thermique se fait bouffer au fur et à mesure. Et c'est ça, entre guillemets, qui fait le carburant. Juste que l'énergie, elle est apportée par le laser en dessous. Voilà. D'accord, je me doutais que ça relevait peut-être un peu de la science-fiction à l'heure qu'il est, mais d'accord, ça s'aligne à peu près avec ce que je devais. Alors, c'est ça. Alors pour l'instant, la propulsion, c'est un peu tombé en désuétude, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas... Enfin, il y a des lasers qui permettraient de le faire, mais c'est compliqué. Par contre, tout ce qui est désorbitation des débris, ça, il y a énormément de travail là-dessus, parce que si on arrivait justement à créer des lasers et à satelliser des lasers pour désorbiter les débris, ça nous enlèverait une épine du pied, parce que ça nous permettrait notamment d'enlever les débris de moins de 10 cm assez facilement. Ça, c'est complètement envisageable à l'heure actuelle, d'éclater des débris de moins de 10 cm et de les faire ralentir pour qu'ils rentrent dans l'atmosphère. Donc ça pourrait permettre un nettoyage rapide de l'espace. Ok, super, merci pour tes réponses. Passons donc à la question suivante. Donc on avait Horizon qui avait l'air de vouloir poser une question. Je t'en prie. À condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne soit pas encore passé. Non. Ok. Ma question, toujours sur la question propulsion d'un vaisseau par laser, la question que je me posais, c'était ton vaisseau, en fait, tu es en train de lui tirer dessus, son bouclier quelque part va s'évaporer, va passer en plasma derrière, mais la température va monter jusqu'où? Parce que une question, on ne sait pas. En fait, il y a des simulations, il y a des trucs qui sont faits. Comme ça, je pourrais pas te répondre. On sait pas. C'est un truc, comme je dis, c'est un sujet qui est encore super frais, en fait, parce que les sources, elles sont toutes récentes. Et donc en fait, c'est vraiment un sujet où il y a encore pas mal de trucs à faire. Ça, c'est une des questions. Un des éléments de réponse, c'est que déjà, tu as l'échauffement qui est lié au choc et l'échauffement qui est lié à l'ablation. L'échauffement qui est lié à l'ablation apparemment prédomine. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que globalement le plasma, en fait, au bout d'un moment, absorbe le laser, en fait. Et en fait, apparemment, ça permettrait ça fait que le truc chaufferait moins. Bon, ça fait que tu perds en performance aussi, mais apparemment, le plasma pourrait servir de bouclier. Même si c'est un peu pourri parce que tu perds des performances. Mais du coup, pour conserver les performances, comme en plus, justement, il y a un souci de puissance. D'ailleurs, justement, le gap, la différence entre, je sais pas, envoyer 1 kg dans l'espace grâce à ce système, et du coup, ce qui requiert une certaine puissance,
et ce qu'on a accès actuellement comme puissance pour un laser, c'est quoi comme l'ordre de grandeur de la différence, enfin du rapport entre les deux? De la puissance, je pourrais pas. Alors attends, j'essaie juste de regarder un document. Parce qu'en fait, j'ai peur de répondre à un truc que j'ai pas le droit de répondre. Sinon, on fait une estimation au doigt mouillé, là. Toc. Alors, j'ai un papier qui parle pour un truc de quelques kilos d'un laser qui, en puissance moyenne, est de l'ordre de 10 kW. Ce qui, pour l'instant, n'existe même pas, en fait. Okay. Donc, en fait, ce qu'on compte comme puissance moyenne, c'est juste... c'est pas la puissance pic, parce que la puissance pic, elle est phénoménale. La puissance pic, t'arrives à tu peux atteindre tranquillement le gigawatt par centimètre carré. Ce qu'ils appellent la puissance moyenne, c'est globalement quand tu fais la somme de tout ce que tu as envoyé et que tu divises par le temps. Ouais. Et ça, globalement, ce serait... Il y a un papier qui est publié, donc je pense que j'ai le droit d'en parler, qui donne une estimation de l'ordre du kilowatt, sachant que pour l'instant, on peine à atteindre des dizaines de kilowatts, sachant que pour l'instant, on peine à atteindre le kilowatt. Ok. Pour un satellite, je crois qu'il a fait une estimation à 4 kilos, il me semble, ces eaux-là. Je pourrais t'envoyer le papier si ça t'intéresse. Bah ouais, mais sur un vaisseau qui est relativement large, si en gros tu fais un vaisseau galette, certes l'aérodynamique c'est pas le mieux, mais du coup comme tu as cette surface, est-ce que tu peux te permettre de tirer des impulsions suivant différents cadrans de ton disque pour que quand toi tu commences à avoir trop de plasma qui commence à s'accumuler, qui réduit ton efficacité, que tu tournes, genre t'avais 3 impulsions. Alors en fait le problème c'est que du coup ça veut dire que c'est pas ton disque qui bouge, c'est ton laser en fait, et que globalement il y a moyen que tu fasses tourner, enfin que ton disque il parte en vrille en fait. Bah, c'est pour ça que je parlais d'en utiliser plusieurs pour stabiliser. Alors je sais pas du tout. Déjà pour l'instant on essaie de mesurer la puissance. Il y a plein de concepts. Il y a plein de concepts qui ont été proposés par des Russes, des Américains et des Japonais surtout. Ça, je l'ai pas vu passer. Globalement, l'autre solution, c'est juste d'attendre que ton plasma se dissipe. Ok. Qui est, à mon avis, plus simple. Après, je sais pas. Après, c'est des trucs sur lesquels je peux pas te répondre parce que je peux pas te répondre. Je sais pas. Ouais, parce que c'est encore trop frais. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. On va encore continuer les questions avec Messire. Oui, moi c'était que des fois tu dis j'ai pas le droit de répondre, c'est que t'as des clauses de confidentialité ou des choses du genre ou... Ouais. Ah d'accord. Et que en gros tout ce que j'essaie de répondre c'est que je l'ai vu dans la biblio, donc ça veut dire que ça a été publié et que j'ai pas de problème à le dire. Tu travailles pour l'État, une compagnie privée ou... Bah le CNES en fait. Ah oui, d'accord. Oui, du coup, tant que c'est pas breveté ou des trucs du genre, faut pas... Bah en fait, j'ai une clause de... Enfin, en gros, sur mon contrat, il y a plein de points où il y a marqué confidentiel. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de dépasser accidentellement ce truc-là. Donc, je pars du principe que si c'est publié, j'ai le droit d'en parler. Si c'est pas publié, j'ai pas le droit d'en parler. Ça m'évite des problèmes. Enfin, des problèmes, je sais pas, après, il n'y a pas grand-chose, mais c'est tout. c'est juste ça, en fait. D'accord, merci. Ok, moi j'aurais aussi une petite question avant celle de CXZ, c'est maintenant qu'on a des fusées qui arrivent à revenir une fois après qu'elles ont envoyé leur masse, enfin leur charge dans l'espace, telles que les fusées de SpaceX, est-ce que c'est encore intéressant d'avoir des fusées, enfin de propulser les choses avec des lasers? En fait, bon déjà SpaceX, il faudrait qu'ils montrent qu'ils ont rentabilisé le truc, parce qu'ils l'ont pas encore tout à fait démontré. Et ouais, carrément, parce que même SpaceX, je crois qu'ils partent sur les estimations, c'était $1000 par kilogramme en orbite basse, je crois. Comme je te dis, si on passe au laser, pour un petit satellite, t'es de l'ordre de 300 à peu près pour la même charge. D'accord. En fait, du coup, c'est sûr. En fait, après, il y a d'autres choses que j'avais vu passer. C'est aussi, par exemple, t'envoies un satellite. Enfin, en fait, comment dire, t'as plein d'applications. C'est aussi, tu peux, par exemple, envoyer un satellite avec une fusée classique, mais juste le foutre en orbite basse
et après l'accélérer avec un laser en orbite, sur d'autres orbites en fait. D'accord. En gros, utiliser le laser comme méthode d'appoint en fait pour propulser. Ou par exemple, un autre truc qui est possible, c'est qu'on voit qu'il y a un satellite qui se barre en couille. Et ben, en gros, tu tires dessus avec un laser depuis le sol pour le redresser, ou avec un laser depuis un satellite quelque part pour le redresser. Comme ça lui évite de consommer du propargol pour rien, par exemple. Ok. Après la grosse propulsion en tant que telle, pour l'instant, c'est pas hyper développé. Et l'intérêt, ce serait de baisser les coûts au max. En fait, l'idée, c'est que SpaceX, t'as quand même... t'envoies un truc dans l'espace, t'emportes du carburant, tu dois faire 15 000 vérifs une fois que ton truc il est descendu au sol, parce qu'en fait, faut pas croire, ils revolent pas comme ça, ils font 15 000 vérifs de tous les moteurs, ils doivent changer 15 000 pièces aussi, c'est vraiment le bordel. Alors que là, en fait, à partir du moment où t'as tout investi dans ta source laser, et globalement le tracking, bah, c'est comme tirer des boulets de canon, quoi. Ouais. Tu t'en fous, une fois que le boulet est parti, il est parti, quoi. Ok. Merci pour ta réponse. Du coup, on en arrive à la fameuse question de CXZ. Vas-y. La fameuse, tout de suite, il met la pression. J'avais une question, à propos des travaux sur les impulsions laser. On a la chance, après je sais pas si c'est une chance plus que ça, mais le dernier prix Nobel de physique 2018 a été donné à Jérôme Mourou de la Strickland et Arthur Ashkin, qui ont justement bossé sur les impulsions laser de très très haute intensité, avec une petite combine pour réassembler des ondes. Ils ont fait des additions d'ondes pour recombiner des très hautes intensités, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un sujet que tu as étudié, toi, vis-à-vis de ta thèse? Ça marche. Est-ce que ça t'a impacté? Est-ce que ça fait quelque chose d'intéressant pour toi, ou est-ce que c'est complètement des sujets qui n'ont pas du tout impacté ta thèse? Je sais que un des gros problèmes, c'est que tu peux pas... par exemple, je sais que sur le laser mégajoule, un des gros soucis, c'est que tu peux pas faire une seule grosse source. En fait, le laser mégajoule, c'est 4 sources. Et le souci, c'est qu'on est sur des durées qui sont de l'ordre de la nanoseconde. Ça veut dire que si tu synchronises pas à la nanoseconde près ton truc, globalement, en fait, tu auras 4 impulsions par exemple, au lieu d'en avoir une seule, parce que tu seras pas à la nanoseconde près. Sachant que nous, on avait fait le calcul pour notre manip, parce qu'on avait un décalage à un moment, et 30 mètres de fibre optique, ou 30 mètres à parcourir dans le vide par exemple, sur un laser, ça fait un décalage de... Je crois que c'était ça faisait un peu moins d'une microseconde. Donc déjà pour un laser nanoseconde, c'est monstrueux, parce que du coup tu décales complètement ton onde. Mais pour un laser picoseconde, voire femtoseconde, là c'est hors de question. Et ouais, tout un souci, c'est justement d'arriver à synchroniser les sources. Alors il y a des méthodes, moi je suis pas vraiment spécialiste de ça, mais je sais que c'est un gros souci. Et par exemple, je parlais des fibres. Globalement, un des gros problèmes avec le laser fibré, c'est qu'on n'arrive pas à synchroniser les fibres entre elles. Et qu'en fait, on n'arrive pas à avoir une impulsion, parce que toutes les fibres elles tirent les unes après les autres, et c'est super difficile à synchroniser. Et le mec qui arrivera à synchroniser ces fibres-là, il sera célèbre et riche. Voilà. C'était justement là-dessus qu'ils ont fait une avancée particulièrement, parce que le papier était pas forcément très simple. Ça m'étonne même pas qu'ils aient un prix Nobel en fait, parce que c'est hyper compliqué. Alors, je sais que c'est des systèmes en fait c'est de l'asservissement optique en fait qu'ils font. Comment ça marche, je sais pas. Mais globalement en fait ils font de la mesure et ils refont de l'asservissement. Donc c'est hyper compliqué. Et pour le mégajoule par exemple, je sais que c'est un des gros soucis. Parce que j'avais lu un papier là-dessus aussi qui expliquait que c'est hyper difficile comme je te dis, le problème c'est qu'on est sur l'ordre de la nanoseconde. Donc en fait, la nanoseconde c'est 30 mètres quoi. Enfin, en fait, même si tu décales ton truc de 3 mètres, tu désynchronises tes fibres en fait. Sachant qu'on est sur des lasers qui font la taille d'un hangar. Donc 3 mètres, c'est vite arrivé enculé. D'accord, merci. Ok. Je vois pas d'autres questions là directement.
Donc je suppose que tout le monde a épuisé son stock de questions peut-être. Moi non plus je n'ai pas vraiment d'autres. Du coup... J'ai bien une question. Vas-y. Du coup, quel est le rapport avec le TIE Fighter? Le rapport avec? Avec le TIE Fighter que tu mettais là au début. Ah, les blasters et le fait que ce soit de la propulsion. Du coup, là, ils ont pas du tout des boucliers sur les côtés pour qu'on puisse les déplacer. Non, c'est... Puis ils sont tirés dessus laser, parce que globalement ils ont des canons laser. C'est juste ça. Ils ont des canons laser. Mais en fait c'est exactement ça, le blaster laser c'est exactement ce qu'on fait. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que... Enfin, ça fait pas le même bruit, ça fait pas piou piou piou, ça fait plus des bruits de claque-doigts. Mais par contre, ce que t'observes à l'œil nu, en fait, c'est ce que t'observerais avec un tir de blaster. Donc tu vois pas par contre le petit truc partir, mais l'explosion de la cible, ça fait un gros flash en fait. Et c'est assez rigolo. Enfin, moi je trouve ça rigolo. Bien. Donc du coup, si on finit les questions ici, je vais vous parler juste vous annoncer la thèse en synthèse de la semaine prochaine, et puis à partir de là, on pourra partir sur des discussions diverses et variées. Donc jeudi prochain à 21h, ce sera Nana Amazing qui va nous parler de sa thèse en virologie moléculaire et du travail qui travaille sur l'étape d'assemblage du coronavirus MERS, qui est un virus respiratoire qui a émergé récemment et qui est très pathogène pour l'homme. Voilà pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Merci à Panta pour ta présentation. Et au plaisir.